Présidentielle 2022, l'invité de la matinale. Suite du grand entretien avec Éric Ciotti ce matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Éric Ciotti, c'est presque un sujet de philosophie. À quoi ça sert les impôts? À prendre aux riches pour donner aux pauvres, pour limiter les inégalités sociales, ou bien à financer l'usage que chacun fait des biens publics? Je vous pose cette question parce que parmi vos propositions sur le plan fiscal, Sonia l'a dit tout à l'heure, il y a cette idée d'une flat tax, d'un impôt de 15%, d'un taux pour tout le monde, de l'impôt sur le revenu, plutôt qu'un barème en fonction des revenus. Ce qui potentiellement représente un gros sacrifice de pouvoir d'achat que vous allez demander aux Français modestes. Non. Puisque 15% sur 2000 €, ça fait 300 €. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce serait un bénéfice pour les Français? À quoi vous pensez précisément? Moi, ce que je souhaite, c'est que les impôts baissent pour tout le monde. Et donc, il n'y aura naturellement aucune augmentation. Dans la proposition que je formule, cette flat tax, qui existe déjà, je le dis, pour les revenus financiers, les revenus du capital. Aujourd'hui, donc, prélèvement forfaitaire unique, 30%. Le prélèvement forfaitaire unique de 30%, donc il y a un taux unique pour les revenus financiers, et il n'y a pas de revenu de prélèvement unique, il y a un prélèvement progressif qui fait que 10% des Français payent 70% du produit de l'impôt sur le revenu, qui porte essentiellement sur le travail et sur les retraites. Donc ceux qui travaillent ou ont travaillé toute leur vie, eux, sont accablés d'impôts. Ça devient insupportable. Donc je propose un système assez simple. À partir des revenus qui dépassent le SMIC, un taux de 15%. Au-dessous, on resterait dans le système actuel, avec les mêmes SMIC, taux. 15%, donc j'ai calculé, d'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, on a un taux 0% de 0 à 11 000 €. Demain, il y aura un taux qui sera toujours à 0% jusqu'à ceux qui gagnent le SMIC, et après on sera à 15%. Donc avec deux taux, l'effet de seuil est violent. Tout le monde verra son impôt baisser. Donc 38 millions de Français gagnant moins de 2000 €, ces 38 millions de Français seraient taxés à 15% sur le revenu. Aujourd'hui, il y a 17 millions de Français de foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Eux, ils verraient massivement baisser leur impôt. Et ça générerait un puissant plan de relance. Aujourd'hui, quand on a un taux à 45%, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, à la fuite de ménages ou à l'installation de Français vers la Belgique, vers le Portugal, vers la Suisse. On perd de la richesse. Donc on aurait, c'est les économistes qui le disent, les impôts les plus efficaces sont ceux qui ont une assiette fiscale la plus large possible et le taux le plus faible. Et si on a un taux plus faible, on n'aurait pas besoin de 90 milliards € de niche fiscale. Oui, mais les riches ne fuient plus, Éric Ciotti. Les riches sont même revenus. C'est même un des rares succès en termes d'attractivité de la France ces 40 dernières années. Vous le concédez à Emmanuel Macron, ça. Les très riches, peut-être, parce qu'il y a eu l'exonération justement sur les revenus financiers, mais pas ceux qui font partie des catégories moyennes, supérieures, qui eux sont pas suffisamment riches pour optimiser ou pas suffisamment pauvres pour bénéficier des allocations. Mais je reviens à la charge une dernière fois. Je le signale aussi, je veux plafonner toutes les prestations sociales, qu'elles ne puissent pas dépasser les 2/3 du SMIC, pour qu'il y ait une différence entre le travail et la taxation du travail qui est trop lourde, et les fruits de l'assistance. On va continuer à en parler, on alterne un petit peu vos propositions, Éric Ciotti. Mathieu Bock-Côté. Alors, vous êtes l'héritier à bien des égards du programme de la droite des années 80 et 90. On peut dire que vous êtes l'héritier de Charles Pasqua dans les LR aujourd'hui. Je m'y retrouve en tout cas. Je n'en doute pas. Mais comment expliquer le fait que ce programme, qui était autrefois très majoritaire dans votre camp, vous en soyez aujourd'hui le seul porteur? Comment expliquer qu'une bonne partie de la droite aujourd'hui ne se reconnaisse plus dans ce programme? Parce qu'on s'est laissé sans doute enfermer dans une forme de politiquement correct. Nicolas Sarkozy avait rompu cette frontière qui est définie par la pensée unique de gauche qui borne ce qui relève du camp du bien ou du camp du mal. Moi, dans cette campagne, je veux abattre ces tabous, ces totems, cette frontière. La situation du pays est très grave. Nous sommes à un moment où l'histoire hésite et où nous sommes en train de basculer dans le concert des nations de second
seconde zone si nous ne redressons pas. Donc je suis persuadé qu'il faut des solutions fortes et vous avez totalement raison. Quand on relit le programme du RPR et de l'UDF, donc c'était quand même parti plus centriste, aux assises de l'immigration qui se tenaient à Villepinte en 1991, ça ferait hurler tous les commentateurs de la pensée unique de gauche aujourd'hui. Donc revenons à nos fondamentaux, revenons à ce que disait Charles Pasqua, revenons sur d'autres sujets, notamment sur l'Europe, à ce que disait Philippe Séguin. Je crois qu'on a des références, des voix dans notre famille politique qui nous montrent qu'il faut revenir aux sources et aux origines. Mais justement, vous parlez de votre famille politique, vous vantez votre fidélité à votre famille politique, mais regardant les débats, regardant votre famille politique, j'ai l'impression qu'il y a plus d'une famille politique dans votre famille politique aujourd'hui. Il y a toujours eu des différences. Vous évoquez Charles Pasqua, il y avait quelques nuances avec Michel Noir et ils appartenaient tous les deux au RPR. Bon, c'est déjà un peu de l'archéologie politique. Oui. Mais j'ai adhéré à 16 ans au RPR. C'était en 1981. Le RPR, c'était le Rassemblement pour la République. La droite, elle doit être rassemblée. Moi, dans cette élection, je veux rassembler tous les électeurs de droite et notamment parler à ceux qui se sont éloignés, ceux qui ont regardé peut-être sur des côtés en disant la droite a perdu son esprit, ses valeurs, son courage. Et je veux leur dire, c'est ici que ça se passe. Si vous voulez battre Emmanuel Macron, il faut qu'il y ait un candidat républicain, mais pas n'importe lequel. Un candidat qui assume des valeurs de droite et pas simplement pendant une campagne électorale. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont dans leur voiture ou peut-être encore chez eux, des adhérents ou des militants LR, ou plus largement d'ailleurs, des Français, des citoyens qui vont peut-être voter ensuite pour la droite, pourquoi vous croirait-il aujourd'hui, alors que vous n'avez pas fait certaines choses hier, même s'il y avait le politiquement correct, pourquoi aujourd'hui ce sera fait? Qu'est-ce qui peut être garanti? J'appartiens à une génération qui ne m'a pas permis d'être ministre. Ça fait 10 ans que je suis dans l'opposition. J'ai été 5 ans dans la majorité lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République. J'ai porté quelques-unes des lois les plus courageuses. La suppression des allocations familiales pour les parents qui ne respectent pas leur devoir d'autorité parentale. J'ai porté l'encadrement de type militaire pour les mineurs délinquants. Beaucoup en ont parlé, même à gauche. Je l'ai fait. J'ai fait voter une loi sur l'exécution des peines qui prévoyait qu'on ait 80 000 places de prison en 2017. On est quelques années plus tard toujours à 61 000. Pour qu'on ait une vraie réponse pénale. Dans mon département, si on prend un sujet économique, quand je suis arrivé à la présidence, j'ai présidé le département des Alpes-Maritimes, il y avait, quand je suis arrivé, 5100 fonctionnaires. Quelques années plus tard, quand j'ai quitté la présidence, il y en avait 4300. J'ai diminué la dette de 20% et j'ai diminué les impôts de 15%. Alors, je n'aurais pas l'outrecuidance de comparer un département et un État. Mais quand on est en responsabilité, je me suis toujours efforcé de mettre en cohérence mes actes avec mes paroles. Et ça, c'est une garantie. Et vous pouvez être le témoin que depuis que je suis engagé en politique, j'ai toujours tenu la même ligne. Et je suis heureux, et je l'ai vu d'ailleurs hier soir, que beaucoup de mes amis, désormais, viennent sur mes propositions que certains jugeaient avant très sulfureuses. Alors, vous évoquez la reconquête des zones de non-droit. Vous évoquez la reconquête de zones qui sont désormais aussi quelquefois culturellement étrangères à la France. C'est-à-dire c'est une question fondamentale, celle de l'assimilation aujourd'hui. Tous parlent d'immigration, mais que faire avec ces Français naturalisés mais qui n'ont pas été culturellement assimilés à la France? Est-ce que la reconquête, est-ce que ça ne va pas au-delà finalement de la sécurité? C'est être capable de faire avec ces Français juridiques des Français de culture. Voilà. Vous parlez de ces Français de papier qui ont eu des titres de séjour, qui ont eu une nationalité sans qu'on vérifie leur amour de la France. C'est vous qui utilisez l'expression. Ces Français qui brandissent un drapeau étranger lorsque la France, l'équipe de France de football, est confrontée à certains pays. Donc ils préfèrent le pays de leurs parents, de leurs grands-parents. Quelle solution? Parce que là, c'est moins facile que de contrôler l'immigration ou arrêter l'immigration. D'abord,
on paye les erreurs de l'immigration de masse. Donc pour éviter que ça s'accélère, il faut arrêter l'immigration de masse. Premier point, il faut arrêter le regroupement familial, être moins naïf sur l'asile, diviser de façon importante l'immigration, la fausse immigration étudiante. Donc ça, c'est un sujet. Il faut rendre moins généreux notre modèle social. C'est pour ça que je prône une forme de priorité nationale. Mais ça n'en fera pas des amoureux des valeurs de la France, non, mais ça, c'est pour le futur. Mais pour ceux qui sont déjà français. L'échec, vous avez raison, ce qu'on paye, c'est l'échec de notre modèle d'assimilation. On n'osait même plus le mot. On parlait pudiquement d'intégration. Et là, il y a un sujet majeur, c'est l'école de la République. Voilà, donc il faut que l'école de la République enseigne notre histoire, notre culture, notre identité de façon beaucoup plus déterminée, qu'on arrête de s'excuser aussi, qu'on arrête de porter cette... Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous intervenez sur les programmes d'histoire à l'école ? Bien sûr, il faut que le Haut Conseil des programmes joue son rôle. Je lisais l'interview de la présidente du Haut Conseil des programmes qui a été extrêmement surprise que certains manuels scolaires aillent sur les théories du wokisme notamment. Ça veut dire qu'on découvre que le Haut Conseil des programmes n'a aucune prise sur les manuels scolaires qui vont dans des délires absolus. Donc aujourd'hui, l'école de la République, elle doit faire aimer la République. J'ai été l'auteur, je ne veux pas tout ramener à moi, mais d'un amendement qui rendait obligatoire la présence du drapeau français dans chaque classe de chaque école. C'est désormais la loi. Elle n'est pas totalement respectée parce que le ministère de l'Éducation, au lieu de mettre un drapeau, a mis une petite affiche et encore certains ne la respectent pas. Mais c'était symbolique. Mais si on n'aime pas le drapeau, si on n'aime pas notre histoire, si le président de la République lui-même porte en permanence le message de la culpabilisation de la France, comme il l'a fait depuis Alger, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de culture française, eh bien moi je ne me retrouve pas. C'est ce qui me choque d'ailleurs le plus dans ce pouvoir actuel, c'est son admiration pour un modèle multiculturel qui n'est pas conforme à notre histoire. Nous sommes les héritiers d'une civilisation judéo-chrétienne. Moi je respecte, et c'est un fait culturel et non pas religieux. Je respecte toutes les religions. Chacun a le droit de vivre sa religion. Mais aucune religion ou aucune culture ne peut dominer ou s'imposer ou modifier ce qu'est la France et ce dont elle est l'héritière. Éric Ciotti, on va marquer une courte pause sur Europe 1. L'entretien se poursuit dans un petit instant.